Salut à toi, c'est Yacine Vest. Donc j'ai acquis plus d'une quarantaine de biens à travers la France, sur des colocations, sur des immeubles de rapport. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment investir dans l'immobilier locatif en 2026, étape par étape. Je vais te donner toutes les clés que tu as besoin pour justement réussir ton investissement locatif. Donc reste bien jusqu'à la fin, parce que tu vas voir qu'à la fin, je vais vous donner des pépites. Alors, déjà, numéro 1, il va falloir que tu définisses ton objectif. Ton objectif il va être très important parce que toute la suite va différer en fonction de ton objectif. Donc il faut que tu saches, est-ce que tu veux investir pour ta retraite? Est-ce que tu veux remplacer tes revenus? Tu vas avoir des nouveaux revenus passifs. Est-ce que tu veux juste un complément de revenus? Est-ce que tu veux remplacer ton salaire? Est-ce que tu veux juste avoir un patrimoine et le léguer à tes enfants? Ou alors tu veux juste placer ton argent, il faut vraiment que tu définisses ton objectif, pourquoi tu le fais, et là ensuite on va définir justement ensemble la stratégie et voir dans quelle direction tu vas aller. Et c'est très important ça parce que c'est pas pareil si tu investis dans un bien, deux biens, trois biens ou si tu veux un gros patrimoine. Voilà. Et aussi c'est pas pareil si tu veux juste du cash flow, un maximum de cash flow pour remplacer ton salaire ou alors juste avoir un gros patrimoine et qui se valorise dans le temps. Voilà. Ça, et ensuite il faut que tu aies une situation claire et la plus juste pour le banquier. Donc déjà soigne tes comptes bancaires, pas de dépenses qui ne servent à rien. Il faut que tu élimines toutes les dépenses qui sont inutiles. Par exemple, si tu fais des paris sportifs, si tu sors tous les week-ends, franchement il faut vraiment que tes comptes soient vraiment clean. Et même n'hésite pas à faire ce qu'il faut, c'est que tous les mois, tu fais un virement automatique sur un compte d'épargne et comme ça, tu vas rassurer le banquier sur tes relevés de compte et sur ta situation. Donc tous les mois, tu fais partir, même 100 € par mois, c'est pas grave. Au moins, le banquier va voir que tous les mois, il y a 100 € qui rentrent dans ton compte d'épargne. Voilà, ça c'est avoir des comptes clean. Comme ça, lorsque tu vas commencer à investir, le banquier va se dire waouh, c'est un profil très prudent, il ne fait pas d'achat excessif et en plus de ça, il arrive à épargner. Donc très important, numéro 1, de justement définir sa stratégie, ses objectifs et d'avoir une situation claire et la plus juste possible pour le banquier. Moi par exemple, tu vois, quand j'ai commencé à investir, en fait tous les mois, je mettais une certaine somme, j'avais un virement automatique. Tous les mois, je mettais de l'argent sur un compte d'épargne, c'était un PEL, un plan d'épargne logement à l'époque. Je ne sais pas si ça existe encore, mais voilà, moi c'est ce que je faisais. Et en fait, lorsque j'allais voir le banquier, il me disait « Mais monsieur, on n'a jamais vu un profil comme le vôtre, parce que d'une, vous faites un virement mensuel sur votre compte d'épargne, et en plus de ça, vous avez de l'épargne pour investir. Vous avez déjà un bon capital pour investir. Donc ça montre mon sérieux. Et en plus de ça, il y a un jour, on m'a dit « Mais monsieur, là en fait, vous ne faites pas beaucoup de dépenses, vous n'êtes pas un grand dépensier. » Je lui ai dit oui, moi j'ai pas besoin, je dépense que ce que j'ai besoin, je suis un profil économe, et je vais pas mettre tout mon argent dans des choses un peu inutiles. Et en plus moi je suis pas du tout dans les objets, dans le matériel, je suis vraiment minimaliste. J'achète que ce dont j'ai besoin. Je vais pas faire des excès sur des vêtements de marque hyper chers, etc. Donc ça vraiment ça rassure le banquier. Donc voilà comment j'ai commencé, c'est d'avoir une situation la plus sécurisée possible, avec un capital, des comptes d'épargne qui sont remplis, et là c'est la meilleure situation pour rassurer le banquier. Et bien sûr, moi je vous recommande d'avoir un CDI, parce que du coup c'est la meilleure situation pour emprunter. Voilà. Ensuite, numéro 2, n'hésitez pas avant de commencer l'investissement immobilier, d'aller voir votre banquier historique, votre conseiller bancaire. Il n'y a rien de mieux, rien de tel que votre banquier qui peut vous rassurer. Donc si tu vas voir ton banquier, il va te dire tout de suite ta capacité d'endettement, donc combien tu peux emprunter. Et en plus de ça, il va te donner tes recommandations. Voilà, tu peux pas dépasser tel ou tel montant sur telle durée. Il va vraiment t'indiquer la marche à suivre. Donc très important que tu ailles quand même le consulter en amont. Tu lui dis que toi tu aimerais investir en locatif, que tu aimerais acquérir un bien ou alors d'acheter ta résidence principale. Et au pire, tu changes d'avis par la suite et que tu achètes ta résidence principale et au final tu le transformes en locatif. Ça c'est toujours possible et c'est légal, il n'y a pas de problème. Tu peux changer d'avis en cours de route. Donc tu peux faire ça.
Et une fois que tu vas le voir, tu auras ta capacité d'endettement, même si tu peux la calculer toi-même. Tu peux te rendre sur un site, par exemple sur Meilleur Taux. Là, sur ce site-là, tu peux calculer ta capacité d'endettement. Tu mets ton salaire, tu mets voilà, toutes tes informations et en fait, tu vas pouvoir avoir ta capacité d'endettement. Donc n'hésite pas à faire ça. Donc déjà, ça va te permettre d'avoir à peu près un chiffre sur lequel tu vas pouvoir aller. En fait, sur quel type de bien et surtout quel montant tu vas pouvoir investir. Que ce soit prix du bien plus montant des travaux. Parce que souvent, c'est ce qui n'est pas forcément financé. Voilà. Donc tu vas pouvoir faire ça. Ensuite, numéro 2, numéro 3, c'est définir ta stratégie. En fait, là, la stratégie va être très importante. C'est-à-dire que, est-ce que tu vas investir dans des colocations ? Est-ce que tu vas investir dans des immeubles de rapport ? Est-ce que tu vas investir dans des LCD, donc location courte durée, donc c'est Airbnb ? Est-ce que tu vas investir plutôt sur des locations moyenne durée, bail mobilité ? Est-ce que tu vas faire des locaux commerciaux ? Ça, c'est très important. Donc ça, c'est vraiment à définir parce que ça va définir ta zone de recherche. Tu vois, par exemple, quand tu vas chercher des colocations, tu vas plus viser des villes à peu près moyennes de plus de 100 000 habitants et des biens à plus de 80 mètres carrés pour faire minimum 4 chambres. Si tu vises des immeubles, tu ne vas pas forcément viser des grandes villes parce que le prix il est cher, tu vas avoir du mal à avoir de la rentabilité. Donc tu vas plus viser des villes intermédiaires dans des zones ou des régions qui sont plutôt rentables. Pareil pour la location courte durée. Tu vois, donc il faut vraiment que tu définisses ta stratégie en fonction de la charge que tu es prêt à avoir et aussi de la distance que tu es prêt à mettre entre chez toi à ton bien. Sachant que tu peux toujours investir à distance. Ça, il n'y a pas de problème pour ça, tu peux toujours investir à distance. Tu vois, moi, par exemple, quand j'ai commencé l'immobilier, j'ai commencé par des colocations. Pourquoi ? Parce que c'était dans une ville que je connaissais, c'était ma ville, dans la région centre. C'est une ville de plus de 100 000 habitants et c'est une ville étudiante. Donc j'ai commencé par les colocations parce que je sais qu'il y avait une grosse demande et j'ai commencé à chercher des appartements de plus de 80 mètres carrés, faire 4 chambres pour que ce soit de la rentabilité. Et ensuite, enchaîner sur une autre colocation de 5 chambres et enchaîner ainsi de suite. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à définir cette stratégie parce qu'elle me convenait. Parce que d'une, j'achetais un appartement qui me permettait d'être dans une grande ville, en plein centre-ville, donc patrimonial, et de deux, d'avoir la partie cash flow et rentabilité avec un maximum de chambres. Donc moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Ensuite, je me suis dirigé vers des immeubles de rapport. Et en fait, pourquoi je me suis dirigé vers des immeubles de rapport ? C'est parce que tu achètes un bien, un appartement ou un bien, donc un immeuble de rapport, en fait, c'est le même temps. C'est le même temps et c'est voire même plus rapide un immeuble de rapport, surtout qui est déjà loué sans travaux, parce que du coup, t'as pas le temps des travaux, tu vois. Et en plus, en un bien, t'achètes plusieurs appartements, tu vois, donc tu vas beaucoup plus vite. Tu vois, que si t'achètes un immeuble de, par exemple, 4 appartements, 5, 6 appartements, ça va plus vite que t'achètes un appartement et si tu refais les travaux et que ensuite tu le loues, tu vois. Donc au final, moi, je me suis ensuite dirigé vers cette stratégie-là. Tu vois, tu peux commencer par une stratégie et ensuite aller vers une autre. Mais moi, ce que je te conseille toujours, c'est quand même de la définir au début parce que ça va te permettre de gagner du temps et d'optimiser ta recherche par la suite. Voilà. Donc moi, c'est comme ça que j'ai commencé et c'est ensuite comme ça que j'ai évolué vers les immeubles de rapport pour aller beaucoup plus vite et pour d'investir massivement dans l'immobilier et d'acheter pas mal d'appartements. Voilà. Et ça permet aussi de ne plus dépendre des syndics de copropriété qui font que d'augmenter les charges, etc. Là, au moins, je suis propriétaire de tout, je fais ce que je veux dans l'immeuble et c'est moi qui gère comme je veux. Voilà. Ensuite, prochaine étape, c'est de définir sa zone de recherche. Donc, une fois que tu as défini ta stratégie, par exemple, si tu définis, je sais pas moi, les immeubles de rapport, tu vas définir une zone, donc une région qui est rentable. Par exemple, moi, j'ai investi dans le nord de la France parce que c'est une zone qui est rentable, parce que le prix au mètre carré, il est faible et la demande locative, elle est élevée. La démographie, elle est élevée. La densité, elle est élevée. Donc, il y a forcément de la rentabilité. Je ne vous dis pas d'aller tous dans le nord et d'acheter des immeubles de rapport, je ne vous dis pas ça. Il n'y a pas que cette région-là qui est intéressante. Il y a aussi le Grand Est, il y a aussi d'autres régions en France qui vous permettent d'avoir de la rentabilité. Donc moi, je vous recommande vraiment de définir votre recherche en fonction de votre stratégie. C'est pour ça que, en premier, c'est la stratégie et ensuite, c'est la zone de recherche. Moi, je suis arrivé dans le nord de la France. Pourquoi ? Parce que j'habitais à Paris et c'est à 2 heures. C'est à 2 heures de Paris, donc c'est facile pour moi d'y aller. Et en plus de ça, la rentabilité est bonne. Donc c'est pour ça que ensuite, j'ai défini cette zone de recherche. Donc ça va être beaucoup plus facile ensuite de trouver le bien rentable.
Et ensuite, le but, c'est de définir des routines de recherche. Donc en fait, quand tu vas commencer à rechercher des biens, tu vas par exemple mettre tes critères. Par exemple, si tu veux une colocation, tu vas mettre minimum 80 mètres carrés. Tu vas mettre maximum, par exemple, 1500 ou 2000 euros du mètre carré. Tu vas définir un nombre de pièces peut-être. Mais bon, vaut mieux que tu vises des surfaces, parce qu'après tu pourras toujours réorganiser l'appartement comme tu veux pour faire le nombre de chambres que tu veux. Et moi je te recommande aussi de ne pas hésiter à, quand tu fais ta recherche, de mettre des alertes. C'est-à-dire que tous les jours tu vas recevoir des alertes et tu vas pouvoir tout de suite checker si le bien est rentable ou non, tu vois. Donc en fait tu as juste à mettre des alertes et en fait ça va tomber tout seul. Tous les jours tu vas recevoir des alertes et en fait tu vas tout de suite voir si c'est rentable. Et dès que tu vois qu'il y a une annonce qui est rentable, tu appelles tout de suite, très rapidement. Tu demandes à avoir l'agent immobilier ou alors le propriétaire. Et ensuite, tout de suite, tu poses tes questions pour justement affiner ta recherche. Et ensuite, voir si c'est intéressant de le visiter ou non. Ensuite, tu vas avoir une short list, vraiment une short list de tout ce que tu vas avoir sélectionné en fonction des appels que tu auras et en fonction des réponses que tu auras des agents immobiliers ou des propriétaires. Et ensuite, avec cette shortlist, tu vas pouvoir te dire, bon ok, je veux affiner. Donc tu peux leur demander des photos, les documents, tous les diagnostics, les DPE, etc. pour vraiment te rassurer du bien. Et ensuite même faire une offre à distance. Tu vois. Donc ne pas hésiter à appeler même si le bien, tu vas pas au bout et que tu le visites pas et qu'il n'est pas forcément rentable, n'hésite pas à dire à l'agent immobilier que si y a un autre bien qui se présente à peu près pareil, avec les mêmes zones géographiques, à la même localisation, le même type de bien, qui n'hésite pas à te rappeler et à t'envoyer les biens en priorité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les biens off-market. Ça va te permettre d'avoir des biens avant tout le monde, qui sont même pas en ligne, tu vois. Donc ça va permettre d'agrémenter ta routine de recherche. Donc ça, n'hésite pas à le faire, très important. Tu vas pouvoir avoir un petit carnet d'adresses d'agents immobiliers qui vont t'envoyer des adresses, des biens avant tout le monde. Donc tu peux faire cette shortlist, avoir ton portefeuille d'agents immobiliers et ensuite tes alertes. Tu vois, ça se développe un peu comme ça. Et avec ça, tu vas pouvoir optimiser et augmenter tes chances pour trouver le bien rentable. Donc très important aussi donc, de calculer la rentabilité. Tu peux avoir un tableau de rentabilité pour justement à calculer la rentabilité et voir s'il est rentable. Tu vois. Moi j'en ai un tout prêt, donc n'hésite pas à m'envoyer un DM sur Instagram. Ça me ferait un plaisir de te l'envoyer, avec plaisir, et on pourra même discuter de ton projet. Voilà, il est tout prêt, tu auras juste à renseigner tes informations pour calculer la rentabilité. Voilà, n'hésite pas. Donc une fois que tu as fait ça, tes routines de recherche, ton carnet d'adresses d'agent immobilier, là ensuite tu es paré pour avoir les meilleurs deals sur ta stratégie et ta zone. Voilà. Ensuite, une fois que tu as fait ta sélection des biens, il faut aller visiter. Donc tu vas prévoir des visites. Si c'est à distance, essayer de bloquer le bien à distance avec une offre d'achat. Une fois que tu as l'offre d'achat contresignée par le vendeur, là le bien il est bloqué. C'est-à-dire que le vendeur il peut même pas vendre à quelqu'un d'autre. Légalement, c'est bloqué. Donc tu peux bloquer le bien à distance et ensuite aller visiter. Tu vois. Mais par contre, essaie de bloquer le bien quand même lorsque tu es sûr de toi, que la rentabilité est bonne, que tu as checké tous les points. Si c'est un immeuble, que tu as checké la toiture, qu'il y a bien un compteur individuel par appartement, que tout soit checké avant de faire l'offre. Parce que tu ne vas pas faire l'offre si le bien n'est pas intéressant. N'hésite pas à faire des offres massacrées, des offres basses. Même s'il y a de fortes chances que ce soit refusé, il y a peut-être un propriétaire qui va accepter. Tu vois. Donc n'hésite pas, dis-toi bien que c'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui as l'argent, c'est toi qui as la capacité d'endettement. Donc ne pas hésiter à faire des offres tabassées. Et même si c'est refusé, c'est pas grave. Si c'est pas ce bien-là, il y en aura d'autres. Voilà. Donc n'hésite pas à faire des offres sous le prix du marché, tu casses le prix. Et au bout d'un moment, il y a bien un propriétaire qui voudra accepter. Voilà. N'hésite pas à faire plusieurs offres. Tu fais des mails bien carrés et tu verras qu'un jour... on va t'appeler, on va te dire ouais l'offre elle est acceptée et ça va faire que le bien sera rentable et ça va être l'opportunité, tu vois. Donc n'hésitez pas hésiter donc allez bloquer le bien à distance. Ensuite, une fois que tu as bloqué le bien avec une offre d'achat contresignée, allez visiter juste pour vraiment checker et te rassurer. Donc faire des photos toi-même, faire des vidéos si besoin, poser des questions à l'agent immobilier et même encore
même mieux connaître l'agent immobilier, comme ça, même si c'est pas celui-là et que tu découvres qu'il y a un truc qui t'a été caché ou un truc que tu découvres et que tu vas pas au bout, au final tu peux annuler l'offre, tu peux annuler la vente et en fait déjà au moins l'agent immobilier t'aura vu et il pourra se rassurer avec justement ta rencontre, en fait la rencontre que tu vas faire avec lui, et il va pouvoir t'envoyer justement des biens rentables par la suite, voilà, si ça se fait pas avec lui. Donc une fois que tu as fait l'offre d'achat et la négociation et que le prix il est validé, ensuite tu vas envoyer tous les documents vont être envoyés au notaire pour la signature du compromis. Donc tu vas envoyer au notaire ta carte d'identité, l'offre d'achat contresignée du vendeur, les coordonnées de l'agent immobilier ou du notaire du vendeur, et ensuite c'est lui qui va se charger en général de la rédaction du compromis de vente. Donc soit compromis, soit promesse de vente, en fonction de ce que le notaire aura choisi pour la rédaction du compromis. Voilà, pour sceller, on va dire, la vente. Donc voilà, et en fait, en général, entre la signature de l'offre d'achat et la signature du compromis, il y a un laps de temps. Souvent, c'est même plusieurs semaines entre le temps que le notaire regroupe tous les documents, que ce soit les DPE, le carnet d'entretien de l'immeuble, les devis travaux s'il y a besoin, etc. Il y a un laps de temps. Et en fait, ce temps-là, il faut que toi, tu l'utilises pour deux choses. D'une, s'il y a des travaux, faire des devis travaux, ça va te faire gagner du temps. Et de deux, commencer à faire des demandes de financement auprès de ta banque et même d'autres banques. Tu vois, ça, c'est un temps que tu vas utiliser pour gagner du temps. Gagne du temps, le compromis, il n'est toujours pas signé, mais tu as du temps pour faire des devis travaux si besoin, et de deux, commencer à faire des demandes de prêt. Parce que tu vas voir que le temps il passe super vite, les banques elles font beaucoup traîner les dossiers, donc c'est un temps que tu vas avoir besoin. Des fois, entre l'offre d'achat et la signature du compromis, des fois il se passe même plusieurs mois. Des fois c'est plusieurs semaines, même plusieurs mois. Donc n'hésite pas à prendre de l'avance, fais des devis travaux s'il y a des travaux, fais des demandes de financement, et tu vas voir que même quand tu vas avoir signé le compromis, ça se trouve tu auras déjà un accord de prêt, et tu auras peut-être quasiment pas beaucoup de besoin de temps pour signer l'acte authentique de vente par la suite. Donc, une fois que tu as fait ça et que tu as signé le compromis de vente, là en fait tu vas pouvoir justement continuer les recherches de crédit si tu es encore dedans et que tu n'as toujours pas le crédit, et préparer ton dossier bancaire. Très important, le dossier bancaire, il faut qu'il soit carré. Il faut que tu rassures le banquier sur ta situation. Donc n'hésite pas à préparer un tableau ou une fiche avec toutes tes informations. Donc ton état civil, nom, prénom, adresse, numéro, le nom de ton employeur, tes revenus, combien tu touches en salaire, ton épargne, combien tu as en épargne. Ça c'est très rassurant pour le banquier, parce que du coup il a juste à rentrer les informations sur son ordinateur. Il n'a pas besoin de chercher, il n'a pas besoin de te demander avec des allers-retours de mail. Toi tu lui présentes le document et il a déjà toutes les informations. Donc ça va faciliter son travail, et ton dossier pourra le mettre en priorité. C'est ça qui est bien, tu vois. Et ensuite tu mets une autre page avec le projet. Donc tu mets le prix du bien, l'estimation de travaux, l'adresse du bien, la localisation. Tu peux même une photo de capture d'écran du Google Maps, de où est-ce qu'il est situé. Tu peux aussi ajouter des photos du bien. S'il y a des travaux, tu peux mettre un avant et une projection 3D de l'après. Tu peux mettre aussi des photos de la façade si c'est un immeuble. Tu peux mettre un maximum d'informations pour rassurer le banquier. Tu peux même mettre des calculs de rentabilité, de cash flow si vraiment tu veux rassurer le banquier sur la rentabilité. Mais bon, ça en général c'est moins pris en compte, mais bon, c'est toujours bien de le mettre. Et aussi, très important, tu peux, si tu as fait une bonne affaire, tu peux ajouter la preuve que tu achètes sous le prix du marché. Donc n'hésite pas à même faire appel à une agence pour montrer une estimation de valeur du bien. Par exemple, si tu achètes 100 000 € et que le bien il vaut 130 000, n'hésite pas à donner des estimations à 130 000. Même montrer des sites comme Meilleur Agent ou alors Se Loger, des estimations de la zone, et de prouver au banquier que le bien il coûte plus cher que ce que tu as payé. Et ça va encore plus le rassurer pour te financer. Très important. Donc, mais le mieux c'est d'avoir un document de l'agence, un avis de valeur qui montre que tu as vraiment fait une bonne affaire et que le bien il vaut plus que ce que tu as acheté.
donc très important. Tu peux ajouter aussi dans ton dossier de bancaire la preuve que toi tu vas jouer le jeu et que tu prouves au banquier qu'en fait tu es là pour faire gagnant-gagnant. C'est un partenariat win-win avec la banque, donc que tu es prêt à jouer le jeu sur les contreparties. Donc que tu es prêt à, si c'est une nouvelle banque, si c'est pas ta banque, d'ouvrir un compte bancaire, des comptes d'épargne, par exemple une assurance vie, une assurance, par exemple des comptes PEL par exemple, des comptes de livret d'épargne, de prendre des abonnements téléphone s'ils ont, des vidéos de vidéosurveillance par exemple. Tu es prêt à jouer le jeu sur toutes des cartes bancaires pour montrer que voilà, ta contrepartie c'est ça. Tu peux même aussi, si vraiment tu es prêt à le faire, c'est de dire voilà, moi tous mes salaires je vous le donne chez vous et on fait la mobilité bancaire chez vous. Ils seront encore plus contents parce que vos salaires vont être reçus dans cette nouvelle banque. Voilà, donc c'est encore plus rassurant et ils voudront plus vous prêter. Ça, vous pouvez le mettre dans votre dossier bancaire. Et une fois que vous avez le dossier bancaire complet, là, vous aurez plus de chances d'avoir un financement. Et en général, ça peut prendre quelques semaines entre la demande de crédit et l'obtention du crédit. Mais n'hésite pas à relancer tous les jours, enfin peut-être pas tous les jours, mais assez souvent le banquier, parce que des fois ils peuvent traîner au niveau du dossier bancaire. Voilà. Donc une fois que vous avez fait le dossier bancaire, vous avez envoyé les devis travaux au banquier aussi, parce que voilà, il faut, si vous demandez une enveloppe travaux, il faut que vous leur envoyez les devis travaux. Ça c'est très important. Ça vous l'aurez fait en amont, donc là vous l'aurez déjà. Ensuite, une fois que la recherche de financement elle est terminée, que vous avez le financement, vous avez l'obtention du crédit, là vous allez pouvoir signer l'acte authentique de vente. Mais avant de signer l'acte authentique de vente, très important, je vous recommande d'aller revisiter le bien avant pour voir si rien n'a changé. Entre le temps où vous avez signé le compromis et le temps où vous aurez la date d'acte authentique de vente, ça se trouve qu'il y a eu un incendie, ça se trouve qu'il y a eu des choses de cassées. Donc il faut à tout prix que peut-être un jour avant ou même le jour même, vous allez visiter le bien pour voir si rien n'a changé. Et s'il y a quelque chose qui a changé, il faudra le notifier dans l'acte de vente et le faire notifier pour soit retenir une partie sur la vente, donc une provision. Par exemple, vous pouvez faire un devis et ensuite le vendeur vous devra cette partie-là. Par exemple, s'il y a une porte de cassée et que vous l'avez chiffrée à 1 000 €, lors de l'acte authentique de vente, il y aura vous allez payer le prix du bien, mais on va vous déduire 1 000 € de la porte, par exemple. Voilà, c'est un exemple. Moi, c'est déjà arrivé, par exemple. Il y a pas mal de radiateurs qui ont sauté sur un bien que je devais acheter. Et en fait, on a chiffré tout ce que les radiateurs devaient. On a fait un devis de remplacement de radiateur. Et le jour de l'acte authentique de vente, on a déduit un montant lié au remplacement de ces radiateurs. Voilà, c'est tout à fait possible. Donc ça, vous pouvez le faire. Donc ne pas hésiter à aller visiter. Il y a une autre fois, je devais acheter un bien, un immeuble, et en fait, il y avait une porte, justement la porte qui a été cassée par un locataire, totalement déchirée. En fait, ça, lorsque j'ai signé le compromis de vente, la porte, elle était intacte. Et là, du coup, on a chiffré le remplacement de la porte. Voilà. Donc très important de le faire, ça va rassurer le banquier. Ça va justement vous rassurer oui, vous allez rassurer le banquier, mais aussi vous, parce que du coup vous n'aurez pas ces frais-là à payer une fois que vous aurez signé l'acte authentique de vente. Voilà, très important. Et aussi, oui, je voulais vous donner un autre exemple par rapport à moi, ce que je fais pour le dossier bancaire. J'ai une fiche complète avec toutes mes informations, plus les chiffres du projet. Et ça, c'est très important, vous allez pouvoir l'envoyer au banquier lorsque vous aurez envoyé votre demande de crédit. Moi, c'est toujours ce que je fais. Et en général, le banquier, il adore. Voilà. Donc, une fois que vous avez visité le bien, que vous avez l'offre de crédit, en général, vous avez 14 jours de réflexion après la réception de l'offre de crédit. Enfin, 10 ou 14 à vérifier. Vous avez ce temps-là. Et ensuite, vous devez la signer et ensuite la renvoyer à la banque pour justement faire valider le crédit. Une fois que c'est validé, vous avez une date prévue de signature. Souvent, c'est fixé par le notaire. Et c'est à ce moment-là que soit vous êtes en hypothèque, et là, il y a l'hypothèque qui sort le même jour, ou soit vous avez la société de cautionnement qui fait justement le cautionnement du crédit. Voilà. Et ensuite, le jour où vous allez signer, vous êtes l'heureux propriétaire de votre bien immobilier. Et je vous dis félicitations. En tout cas, vous avez fait un très bon investissement. Du moins, si vous avez
suivi toutes les étapes, normalement vous avez fait un très bon investissement. Voilà. Donc n'hésite pas si tu as des questions, n'hésite pas si tu as des questions sur toutes les étapes en commentaire, je n'hésiterai pas à répondre. Et si tu as besoin que je t'accompagne étape par étape sur ton investissement immobilier, n'hésite pas à prendre un appel en bas de la vidéo. Je me ferai un plaisir de t'accompagner sur cet investissement immobilier. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je te souhaite un très bon investissement. Allez, salut, ciao.